Je m'appelle Monique Moreau. J'ai 72 ans. Avant de continuer, dites-moi, s'il vous plaît, de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Cela me fait plaisir de savoir qui m'écoute. Bonne écoute. Mon histoire commence il y a 3 ans, par un coup de téléphone. Un dimanche matin, début mars. J'étais dans mon appartement à Nice, un petit 3 pièces que j'avais acheté avec mon mari Robert avant sa mort. Vue sur mer, pas immense, mais à nous. Tranquille. J'avais ma routine. Le marché le samedi, la bibliothèque le mardi, mes amis le jeudi pour le bridge. Ce dimanche-là, Olivier a appelé. Mon fils unique. 42 ans, ingénieur informatique, marié à Sophie depuis 10 ans. Ils habitaient à Lyon dans un appartement trop petit, selon eux. 2 enfants, Lucas, 8 ans, et Emma, 5 ans. Mes petits-enfants que je voyais 3 fois par an, quand ils daignaient descendre à Nice. Maman, il faut qu'on te parle. C'est important. Le ton était étrange. Excité, mais tendu. J'ai tout de suite pensé, divorce, maladie, accident. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Au contraire. On a trouvé la maison. Celle dont on rêve depuis toujours. Sophie a pris le téléphone. Elle parlait vite, comme toujours quand elle voulait quelque chose. Monique, c'est magnifique. Une bastide en Provence, près d'Aix. 400 mètres carrés, 1 hectare de terrain, piscine, olivier. Le rêve absolu. C'est merveilleux pour vous, ai-je dit prudemment. Oui, mais voilà. Olivier a repris le téléphone. Le prix est un peu élevé. 450 000 €. On a un bon salaire, on peut emprunter, mais la banque demande un apport de 150 000 €. On n'a que 30 000 d'économie. Silence. J'ai compris où il voulait en venir. Mon estomac s'est noué. Et vous pensez que je pourrais vous aider? Maman, c'est l'opportunité de notre vie. Cette maison, elle est sous-évaluée. Le propriétaire part à l'étranger, il veut vendre vite. Si on n'achète pas maintenant, on la perd. 150 000 €, c'est beaucoup d'argent, Olivier. Je sais. Mais maman, écoute. Il y a une annexe. Un studio indépendant dans le jardin. On pourrait le rénover pour toi. Tu aurais ta propre maison, au soleil, en Provence. Tu pourrais quitter Nice, ce petit appartement où tu es seule. Tu serais près de nous, des enfants. Sophie a repris, la voix mielleuse. Monique, pensez-y. Vous auriez votre autonomie, mais nous serions là. Pour les repas en famille, les dimanches, les vacances. Lucas et Emma vous verrez grandir. Ce serait merveilleux. J'ai réfléchi. Depuis la mort de Robert il y a 5 ans, je vivais seule. Mes amies, certes, mais elles vieillissaient aussi. Certaines étaient parties en maison de retraite. D'autres étaient décédées. L'idée d'être près de ma famille, d'avoir ma place dans leur vie, c'était tentant. Tellement tentant. L'annexe, elle est habitable. Pas tout de suite, admit Olivier. Il faut refaire l'électricité, la plomberie. Mais en 6 mois, 1 an maximum, ce sera prêt. En attendant, tu restes à Nice tranquillement. Et dès que c'est fini, tu emménages. 150 000 €, c'est presque tout ce que j'ai. L'héritage de papa, mes économies. On sait, maman. Mais c'est un placement. La maison va prendre de la valeur. Et puis, c'est pour ta famille. Pour que tu aies une place chez nous. Tu ne vas quand même pas garder tout cet argent à dormir sur un compte en banque. Cette phrase, elle est restée. Tu ne vas quand même pas garder tout cet argent. Comme si c'était égoïste de vouloir conserver mes propres économies. J'ai hésité. Longtemps. Puis j'ai dit, on fait un papier, alors. Un document où tu t'engages à me rembourser si jamais. Maman. Olivier semblait blessé. On est une famille. On n'a pas besoin de papier. Tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas ça. C'est juste prudent. Écoute, si tu veux un papier, on le fera. Mais là, on est dimanche, le notaire attend notre réponse demain matin. Si on traîne, on perd la maison. La pression. Le compte à rebours. L'urgence fabriquée. S'il te plaît, maman. Fais-nous confiance. On ne te laissera jamais tomber. J'ai cédé. Pas parce que j'étais stupide. Mais parce que j'étais seule. Parce que l'idée d'avoir ma place dans leur vie, près de mes petits-enfants, était plus forte que la prudence. Parce que je voulais y croire. D'accord. Je vais faire le virement. Les cris de joie au téléphone. Sophie qui pleurait de bonheur.
Olivier qui me remerciait encore et encore. Tu es la meilleure maman du monde. On ne t'oubliera jamais. Tu verras, ce sera magnifique. Le lendemain, j'ai viré 150 000 € sur le compte d'Olivier. La moitié de tout ce que je possédais. 3 semaines plus tard, ils ont signé chez le notaire. Olivier m'a envoyé une photo par SMS. Lui et Sophie devant la Bastide, un bouquet de lavande à la main, sourires éclatants. C'est grâce à toi, maman. Merci infiniment. On t'aime. J'ai regardé cette photo longtemps. J'étais heureuse pour eux. Vraiment. Mais quelque chose, au fond de moi, murmurait « Et le papier ? Et l'annexe ?» Je me suis dit que j'étais pessimiste. Que tout irait bien. Que dans 6 mois, j'aurais mon studio en Provence, ma place au soleil, ma famille autour de moi. Je ne savais pas encore que ces 150 000 € venaient d'acheter mon enfermement. Les premiers mois, j'étais patiente. Je me disais que des travaux, ça prend du temps. Olivier m'envoyait des photos de temps en temps, la piscine remplie, les oliviers taillés, la terrasse aménagée avec des transats neufs. Ça avance, maman. C'est magnifique. Tu vas adorer. Mais jamais de photos de l'annexe. Jamais. En juin, 3 mois après l'achat, j'ai appelé. Alors, les travaux de l'annexe, ça avance. Ah, maman. Le ton d'Olivier avait changé. Plus léger, presque agacé. Il y a un petit problème. L'électricien qu'on avait trouvé nous a laissé tomber. Il faut en chercher un autre. Ça va prendre encore quelques semaines. Quelques semaines ? Olivier, tu m'avais dit 6 mois maximum. Je sais, mais tu comprends, en Provence, trouver des artisans sérieux, c'est compliqué. Ils sont tous débordés. Fais-moi confiance, on s'en occupe. J'ai raccroché avec un malaise. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était comment il le disait. Comme si mon studio, mon futur chez eux, était devenu secondaire. Une contrainte. En septembre, j'ai rappelé. Olivier, ça fait 6 mois. L'annexe ? Maman, s'il te plaît, arrête avec l'annexe. On a eu des complications. Il faut refaire toute la fosse septique. Ça coûte une fortune. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais quand, alors ? Je ne sais pas. L'année prochaine, peut-être. Écoute, on a des soucis en ce moment. Sophie a arrêté le yoga, les cours ne marchaient pas. On a un seul salaire. On doit gérer. Un seul salaire. Avec une maison à 450 000 €. Achetée grâce à mes 150 000 €. Olivier, tu ne peux pas me laisser attendre indéfiniment. J'ai besoin de savoir. Tu as besoin de savoir quoi ? Tu es bien à Nice, non ? Tu as ton appartement, tes habitudes. Pourquoi tu es si pressé ? Sa voix était devenue dure. Froide. Comme si je l'embêtais. Parce que tu m'as promis. Parce que j'ai payé pour ça. Tu as aidé ta famille, maman. Ce n'était pas un placement immobilier. C'était un geste d'amour. Un geste d'amour. Comme si 150 000 € était un cadeau qu'on fait sans rien attendre en retour. À Noël, j'ai proposé de venir passer les fêtes chez eux. On pourrait enfin se voir. Et je verrais la maison. Ah, maman, ce n'est pas possible. On a la famille de Sophie cette année. Ses parents, ses frères, leurs enfants. On sera 15. Tu comprends, on n'a pas la place. Pas la place. Dans une maison de 400 mètres carrés. Et l'annexe ? Je pourrais dormir là-bas, même si ce n'est pas fini. Non, c'est vraiment pas habitable. Il y a des outils partout, des fils électriques qui pendent. Tu risquerais de te blesser. On se voit au printemps, d'accord. J'ai passé Noël seule. Avec mes amies de Nice, certes. Elles m'ont invitée, ont été adorables. Mais le soir, dans mon appartement vide, j'ai pleuré. Pas seulement à cause de l'annexe. Mais parce que je réalisais, ils ne voulaient pas de moi. Les 150 000 € avaient acheté leur maison. Pas ma place dans leur vie. En mars, 1 an après l'achat, j'ai décidé d'agir. J'ai pris le train jusqu'à Aix-en-Provence sans prévenir. J'avais l'adresse. Un taxi m'a conduite jusqu'à la Bastide. C'était encore plus beau que sur les photos. Murs en pierre ocre, volets bleus, lavande qui commençait à pousser le long de l'allée. J'ai sonné. Personne. J'ai attendu une demi-heure dans le jardin. Puis Sophie est arrivée en voiture, Lucas et Emma à l'arrière. Monique, qu'est-ce que vous faites là ? Pas quelle bonne surprise. Pas entrez, on est content de vous voir. Non. Qu'est-ce que vous faites là ? Comme si j'étais une intruse. Je voulais voir la maison. Et l'annexe.
Elle a soupiré. Vous auriez dû prévenir. Olivier n'est pas là. Il est à Lyon pour le travail. Ce n'est pas grave. Je peux quand même visiter. Elle a hésité, puis ouvert la porte. Les enfants sont entrés en courant. Emma s'est à peine retournée pour me faire un petit signe. Lucas n'a rien dit. Il ne me reconnaissait presque pas. La maison était splendide. Plafond haut, tomates anciennes, cheminée en pierre. Meubles neufs, cuisine équipée ultramoderne. Tout était parfait. Cher. Très cher. C'est magnifique, ai-je dit. Oui. On a beaucoup investi. Ça nous a coûté une fortune. J'ai pensé, oui, ma fortune. Et l'annexe? Sophie a hésité. Puis elle m'a conduite au fond du jardin. Un petit bâtiment en pierre, joli. Mais quand elle a ouvert la porte, j'ai compris. Ce n'était pas un chantier. C'était un débarras. Des cartons empilés, des vélos, une tondeuse, des outils, des jouets cassés, des vieux meubles. Pas de travaux en cours. Pas d'électricien attendu. Juste un cabanon de jardin utilisé comme remise. Vous voyez, ce n'est vraiment pas habitable, a dit Sophie. On n'a pas encore eu le temps de s'en occuper. Sophie, ça fait 1 an. Je sais. Mais franchement, Monique, entre nous, vous ne pourriez pas vivre ici. C'est isolé. Pas de commerce à moins de 3 kilomètres. Pas de transport. À votre âge, ce serait dangereux. À mon âge. 73 ans. Comme si j'étais invalide. Tu m'avais promis. Olivier m'avait promis. Les choses changent, Monique. On a 2 enfants maintenant. On a besoin de cet espace. Vous comprenez? Non. Je ne comprenais pas. Ou plutôt, si. Je comprenais trop bien. Ils avaient pris mon argent. Ils avaient pris ma maison. Et maintenant, ils me disaient que je n'y avais plus ma place. Je suis repartie le soir même. Dans le train du retour, j'ai regardé défiler les paysages. Le soleil couchant sur les champs de lavande, cette Provence que j'avais rêvée. Et j'ai pleuré. Pas des larmes bruyantes. Juste un ruissellement silencieux, continu. J'avais tout donné. Et je n'avais rien. Pire que rien, j'avais perdu mes illusions. Après ma visite à la Bastide, quelque chose s'est cassé. Pas seulement entre Olivier et moi. En moi. Une certitude qui s'est installée, il ne voulait pas de moi. L'annexe ne serait jamais rénovée. Les 150 000 € étaient partis pour toujours. J'ai arrêté d'appeler. Je me disais, s'ils veulent me voir, ils me contacteront. C'était un test, stupide peut-être, mais j'avais besoin de savoir. 1 mois est passé. Rien. 2 mois. Silence. À l'anniversaire de Lucas en avril, j'ai envoyé un colis avec un livre et un chèque de 50 €. Pas de remerciement. Même pas un SMS. En juin, pour la fête des mères, j'ai attendu toute la journée. Le téléphone est resté muet. Le soir, vers 22 h, j'ai reçu un message. « Bonne fête maman. On t'embrasse. Olivier. » 15 mots. Envoyés comme on coche une case sur une liste de tâches. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas parce que je voulais des fleurs ou des cadeaux, mais parce que j'existais si peu dans leur vie qu'ils pouvaient m'oublier un jour pareil. Mes amis de Nice me disaient « Monique, appelle-le. C'est ton fils. Parle-lui. » Mais de quoi parler? Du fait qu'il m'avait pris 150 000 € et m'avait ensuite effacé de sa vie? De l'annexe fantôme? De sa maison où je n'étais pas la bienvenue? L'été est arrivé. Juillet, août. Nice était belle, la mer turquoise, les touristes partout. Mes amis partaient chez leurs enfants, leurs petits-enfants. Moi, je restais seule dans mon appartement vide, regardant mon téléphone qui ne sonnait jamais. Un matin de septembre. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert Facebook. Lucas avait 12 ans maintenant, il devait avoir un compte. J'ai cherché. Trouvé. Profil privé, mais la photo était publique. Lui et sa sœur Emma dans la piscine de la Bastide, souriant. Légende, meilleur été de ma vie. J'ai cliqué sur le profil de Sophie. Public, lui. Des dizaines de photos. La famille à la plage. Un barbecue avec des amis. Les enfants qui jouaient dans le jardin. Une photo de la maison au coucher du soleil avec la légende « Notre petit coin de paradis ». Hashtag Provence, hashtag Blest, hashtag famille. Famille. Ce mot. Il jouait à la famille heureuse. Sans moi. Puis j'ai vu une photo qui m'a glacé le sang. Sophie et une femme âgée, cheveux blancs, sourire chaleureux, assis sur la terrasse avec un verre de rosé. Légende, apéro avec belle-maman. Merci pour ce moment.
Belle maman. Sa mère. Celle qui avait sa place sur leur terrasse, avec son verre de rosé, avec son sourire. Celle qui était invitée, accueillie, aimée. Pendant que moi, celle qui avait payé cette terrasse, cette maison, cette vie, je n'existais même pas. J'ai fermé l'ordinateur. Je tremblais. De rage, de chagrin, de quelque chose que je ne savais pas nommer. Une injustice si profonde qu'elle me donnait envie de hurler. Mais je n'ai pas hurlé. Je suis sortie. J'ai marché le long de la promenade des Anglais pendant des heures. Jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que la colère se transforme en quelque chose de plus froid. De plus clair. J'ai compris que je devais accepter la réalité, Olivier ne m'aimait plus. Peut-être ne m'avait-il jamais vraiment aimé. Peut-être n'étais-je pour lui qu'une ressource à exploiter. La mère portefeuille. Utile quand il faut de l'argent. Encombrante quand elle veut de l'affection. En octobre, quelque chose d'étrange s'est produit. Olivier a appelé. Après 6 mois de silence presque total, il a appelé. « Maman, comment vas-tu » La voix était fausse. Trop enjouée. Trop gentille. « Je vais, Olivier. Et vous » ? « Bien, bien. Écoute, on voulait venir te voir. Ce week-end, on descend sur la côte. On pourrait passer à Nice. » Mon cœur a bondi. Malgré tout. Malgré la colère, malgré les mois d'abandon. L'espoir stupide qu'on a toujours avec ses enfants. Avec plaisir. Je prépare un repas. Super. On arrive samedi vers midi. Samedi matin, j'ai couru au marché. J'ai acheté tout ce qu'Olivier aimait enfant. Daube provençale, ratatouille, tarte aux abricots. J'ai nettoyé l'appartement, mis des fleurs fraîches, sorti les jolis verres. À midi, il n'était pas là. À 13h non plus. J'ai appelé. Pas de réponse. À 14h, SMS. Désolé maman, on a eu un contretemps. On ne pourra pas passer finalement. Une prochaine fois. Une prochaine fois. J'ai regardé la table mise. Les plats qui refroidissaient. Les fleurs qui ne serviraient à rien. Et j'ai compris, il n'avait jamais eu l'intention de venir. C'était juste une phrase lancée en l'air. Un mensonge poli. Ou pire, ils avaient vraiment prévu de venir, mais quelque chose de plus intéressant s'était présenté. Et moi, j'étais négociable. Annulable. Ce soir-là, j'ai jeté toute la nourriture. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais juste, vide. En novembre, nouvel appel. Cette fois, le ton était différent. Sérieux. Inquiet. Maman, il faut qu'on parle. De toi. De ton avenir. Mon avenir. Oui. Tu vis seule. Tu n'es plus toute jeune. Si quelque chose t'arrivait, personne ne le saurait. On s'inquiète pour toi. On s'inquiète. Après 6 mois d'absence quasi totale, il s'inquiétait. Je vais bien, Olivier. Pour l'instant. Mais demain, tu as 73 ans, maman. C'est fragile à cet âge. 73 ans. Comme si c'était 93. Comme si j'étais déjà à moitié morte. Je te rappelle, ai-je dit. J'ai raccroché. Et quelque chose m'a dit que ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la préparation. Il préparait quelque chose. Et j'allais bientôt découvrir quoi. L'accident est arrivé 3 semaines plus tard. Un mardi matin, début décembre. Rien de dramatique, vraiment. J'étais sur un escabeau dans ma cuisine, en train de ranger des bocaux sur l'étagère du haut. Le téléphone a sonné. Je me suis retournée trop vite. L'escabeau a basculé. Je suis tombée. La douleur dans la cheville a été immédiate. Vive, aiguë. Je suis restée par terre quelques minutes, le souffle coupé. Puis j'ai réussi à me traîner jusqu'au canapé. J'ai appelé Madame Castellan, ma voisine du dessous. Elle est montée immédiatement, m'a aidé à mettre de la glace, appelé les pompiers. Aux urgences, verdict, entorse sévère. Pas de fracture, Dieu merci. Plâtre pour 3 semaines, béquille, repos. À votre âge, il faut faire attention, a dit le jeune médecin. Encore cette phrase. À mon âge. Madame Castellan m'a raccompagnée chez moi. M'a installée sur le canapé avec un coussin sous le pied, du thé, mes médicaments. Je repasserai ce soir voir si ça va. Vous m'appelez si besoin, d'accord. Merci Simone. Vous êtes adorable. C'est normal, ma belle. On est voisines depuis 20 ans. 20 ans. Cette femme me connaissait depuis 20 ans. Elle était là en 5 minutes. Mon fils, lui,
habitait à 4 heures de route et ne m'avait pas appelé depuis un mois. Mais par réflexe stupide, maternel, je l'ai quand même appelé. Pour le prévenir. Pas pour demander de l'aide, juste pour lui dire. Olivier, c'est maman. J'ai fait une petite chute. Rien de grave, une entorse. Je voulais juste te prévenir. Le ton de sa voix a changé instantanément. Une chute? Tu es tombée? Où? Dans la cuisine. Mais ça va, j'ai juste. Tu as appelé les secours. Oui, j'étais aux urgences ce matin. Et tu es rentrée seule. Non, ma voisine m'a aidée. Silence. Puis, j'arrive. Ce n'est pas la peine, Olivier. Vraiment, ça va. J'arrive, a-t-il répété avant de raccrocher. J'ai regardé mon téléphone, perplexe. Pourquoi cette urgence soudaine? Après des mois d'absence, pourquoi débarquer maintenant pour une simple entorse? Il est arrivé le lendemain matin. Seul, sans Sophie ni les enfants. Il portait son costume de travail, comme s'il venait directement du bureau. Il est entré, a regardé mon appartement comme s'il le voyait pour la première fois. Ou comme s'il évaluait quelque chose. Maman, tu ne peux plus vivre comme ça. Pas de bonjour, pas de comment tu te sens. Direct. Frontal. Comme ça comment? Seul. À ton âge. Regarde ce qui vient d'arriver. Si ta voisine n'avait pas été là, tu serais resté par terre combien de temps? Mais elle était là. Et j'ai mon téléphone. J'aurais appelé. Et si tu avais été inconsciente? Si tu t'étais cogné la tête? Mais je ne me suis pas cogné la tête, Olivier. Il s'est assis en face de moi. A sorti son ordinateur portable de sa sacoche. Geste professionnel, comme s'il présentait un dossier à un client. Sophie et moi, on a beaucoup réfléchi. On ne peut plus te laisser vivre seule. C'est trop risqué. Je vis seule depuis 8 ans. Depuis la mort de papa. Je me débrouille très bien. Tu avais 65 ans à l'époque. Maintenant tu en as 73. Ce n'est pas pareil. 8 ans d'autonomie effacés d'un coup. Comme si en franchissant un certain âge, on devenait automatiquement incapable. Il a ouvert son ordinateur. Regarde. On a trouvé une solution. Sur l'écran, un site web. Les jardins de Sainte-Victoire, résidence médicalisée pour seniors. Photos léchées, chambres lumineuses, jardins fleuris, personnes âgées souriantes qui faisaient de la poterie. Ça ressemblait à une pub pour des vacances, pas à une maison de retraite. C'est près d'Aix. À 20 minutes de chez nous. C'est moderne, sécurisé. Tu aurais ta chambre privée, des soins, des activités, de la compagnie. Olivier, c'est un EHPAD. C'est une résidence pour seniors autonomes. C'est une maison de retraite. J'ai 73 ans, pas 93. Je ne suis pas mourante. Personne ne dit que tu es mourante. Mais tu as besoin d'être entourée. De sécurité. Imagine que tu retombes et que cette fois, ce soit grave. J'ai des voisins. J'ai mes amis. J'ai une téléassistance si j'en veux une. Ce n'est pas suffisant, maman. Sa voix s'est durcie. Tu ne te rends pas compte. Tu es fragile. Seule. Isolée. Je ne suis pas isolée. Vraiment? Quand as-tu vu quelqu'un pour la dernière fois avant ta chute? J'ai cherché. Mes amis de bridge, jeudi dernier. Madame Castellan, hier. J'ai une vie sociale. Une vie sociale de vieille dame qui joue aux cartes. Ce n'est pas suffisant. Vieille dame. Il m'avait mise dans cette catégorie. Celle des inutiles. Définie. Olivier, je ne veux pas aller en maison de retraite. Il a fermé son ordinateur. M'a regardé droit dans les yeux. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la froideur. De la détermination. Pas de l'amour inquiet. Juste de l'efficacité. Maman, sois raisonnable. On fait ça pour toi. Pour ta sécurité. Tu ne peux pas rester ici. Et si je refuse? Alors on sera obligé de prendre des mesures. Pour te protéger malgré toi. Des mesures. Le mot était lâché. Une menace à peine voilée. Quelle mesure? Une tutelle, par exemple. Si tu n'es plus en capacité de décider pour toi-même. Mon sang s'est glacé. Une tutelle. Perdre tous mes droits. Tous mes biens. Ma liberté. Tu n'oserais pas. J'espère ne pas avoir à en arriver là. C'est pour ça que je te propose cette solution à l'amiable.
Tu signes volontairement. Tu emménages au jardin de Sainte-Victoire. Et on s'occupe de tout le reste. Tout le reste? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je veux voir cet endroit avant. Bien sûr. On a rendez-vous après-demain. Visite guidée avec la directrice. Tu verras, c'est très bien. Il s'est levé. A remis son ordinateur dans sa sacoche. Avant de partir, il s'est retourné. Maman, je sais que c'est difficile. Mais c'est la meilleure solution. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ces mots. Les mêmes que 3 ans plus tôt, quand il m'avait demandé 150 000 euros. La porte s'est refermée. Je suis restée seule, ma cheville dans le plâtre, mon téléphone posé sur mes genoux. Et j'ai compris. L'accident n'était pas une catastrophe pour eux. C'était une opportunité. Le prétexte parfait pour se débarrasser de moi une bonne fois pour toutes. Le jeudi suivant, Olivier est revenu. Cette fois avec Sophie. Elle portait un tailleur beige, des lunettes de soleil sur la tête, son sac Hermès à l'épaule. Celui que j'avais peut-être payé sans le savoir avec mes 150 000 euros. Monique, vous êtes prête? On a rendez-vous à 11 heures. J'étais prête. Mais pas comme il le pensait. J'avais décidé de jouer le jeu, de voir cet endroit, de comprendre exactement ce qu'il préparait. Ensuite, je refuserais. Fermement. La route jusqu'à Aix a duré 1 heure. Olivier conduisait, Sophie parlait. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Madame Ferrand, la directrice, est adorable. Elle nous a tout montré la semaine dernière. Les chambres sont spacieuses, il y a un jardin avec des oliviers, des activités tous les jours. Vous y êtes déjà allé? Ai-je demandé. Oui, pour repérer. On voulait être sûr avant de vous en parler. Donc ils avaient déjà visité. Sans moi. Comme si j'étais un objet qu'on dépose quelque part après avoir vérifié l'endroit. Les jardins de Sainte-Victoire se trouvaient à la sortie d'Aix, dans une zone pavillonnaire. Un bâtiment moderne, 3 étages, façade blanche, pelouse impeccable. Ça ressemblait à un hôtel. Ou à une clinique. Certainement pas à un lieu de vie. Madame Ferrand nous a accueillis dans le hall. La cinquantaine, cheveux courts, sourire professionnel, tailleur marine. Bonjour Madame Moreau, enchantée. Olivier m'a beaucoup parlé de vous. Je me suis demandé ce qu'il avait dit. Ma mère est fragile, seule, incapable. Probablement. Venez, je vais vous faire visiter. Le hall était propre. Trop propre. Sol en linoléum brillant, plantes en plastique, odeur de désinfectant mélangée à quelque chose de sucré. Une odeur institutionnelle. Pas une odeur de maison. Dans le salon commun, une dizaine de personnes assises devant une télévision. Cheveux blancs, regard vide, certaines en fauteuil roulant. Une animatrice en blouse rose criait presque. Alors Monsieur Durand, on connaît la réponse? Quelle est la capitale de la France? L'homme, 90 ans au moins, a murmuré quelque chose d'inaudible. Paris. Très bien. Bravo. J'ai regardé Olivier. Ce sont les résidents autonomes. Madame Ferrand a souri. Nous avons différents niveaux d'autonomie. Certains ont besoin de plus d'aide que d'autres. Je n'ai besoin d'aucune aide. Bien sûr, bien sûr. Vous seriez dans l'aile indépendante. Venez, je vous montre une chambre. Nous avons pris l'ascenseur. 2e étage. Couloir interminable, porte numérotée comme dans un hôpital. Chambre 23. Madame Ferrand a ouvert. 18 mètres carrés. Lit médicalisé avec barre latérale, armoire métallique, petite table, fauteuil. Salle de bain minuscule, toilette, douche avec barre d'appui, alarme rouge au mur. Une fenêtre donnait sur le parking. C'est lumineux, non? A dit Sophie. Lumineux? C'était une cellule. Propre, certes, mais une cellule. Où sont mes meubles? Mes affaires? Vous pouvez apporter quelques objets personnels, a dit Madame Ferrand. Photos, petits souvenirs. Mais pas de gros meubles, pour des raisons de sécurité et d'espace. Pas de gros meubles. Donc pas mon fauteuil préféré. Pas ma bibliothèque. Pas les meubles de ma vie. Et je peux sortir quand je veux. Bien sûr. Enfin, il faut prévenir l'accueil. Pour des raisons de sécurité, nous devons savoir où sont nos résidents. Prévenir l'accueil. Donc pas sortir librement. Demander la permission. Les repas. Servis en salle commune. Petit déjeuner à 8 heures, déjeuner à midi, dîner à 18h30. Vous avez aussi des activités,
Gymnastique douce, loto, atelier mémoire, chorale. Loto. Atelier mémoire. Comme si j'étais sénile. Je n'ai pas de problème de mémoire. C'est préventif, madame. Pour garder l'esprit vif. Nous sommes redescendus au bureau de madame Ferrand. Elle a sorti un dossier épais. Voilà le contrat de séjour. Il faut le lire et le signer. Ensuite, on fixe la date d'entrée. J'ai ouvert le dossier. 10 pages de termes juridiques, de clauses, de conditions. Le tarif mensuel s'élève à 2800 €, comprenant l'hébergement, les repas et les soins de base. Les soins supplémentaires sont facturés en su. 2800 € par mois. 33 600 € par an. En 2 ans et demi, ma retraite serait épuisée. Et après, c'est cher. C'est le prix de la sécurité, a dit Olivier. Ne t'inquiète pas pour l'argent, on gérera. On gérera. Avec quel argent? Le mien, évidemment. Je veux réfléchir. Maman, il faut décider maintenant. Il y a une liste d'attente. Si on ne prend pas cette chambre, on la perd. Encore l'urgence. Encore la pression. Je ne suis pas prête. Le visage d'Olivier s'est durci. Maman, sois raisonnable. Tu ne peux pas retourner vivre seule à Nice. Pas avec ta cheville. Pas à ton âge. Ma cheville guérit. Dans 2 semaines, le plâtre sera enlevé. Et tu retomberas. Et la prochaine fois, ce sera pire. Sophie a posé sa main sur mon bras. Geste maternel, faux. Monique, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous serez en sécurité ici. Et nous serons tout près. On viendra vous voir souvent. Souvent. Comme ils étaient venus me voir ces 18 derniers mois? Jamais. Je veux en parler à mon médecin. Ton médecin est à Nice, a dit Olivier. Tu ne vas pas faire l'aller-retour pour ça. Alors je veux voir un avocat. Silence. Madame Ferrand a regardé Olivier. Lui m'a regardé, les mâchoires serrées. Un avocat? Pourquoi faire? Pour comprendre ce que je signe. Mes droits. Mes obligations. Maman, tu signes un contrat de séjour, pas un acte de vente. C'est simple. Tu viens ici, tu es logé, nourri, soigné. Fin de l'histoire. Alors pourquoi 10 pages de clauses? Il a pris le dossier, a feuilleté rapidement. Ce sont des formalités administratives. Rien d'important. Regarde, là, le résident conserve ses droits civiques et sa liberté de mouvement. Tu vois? Tu restes libre. Mais je n'étais pas stupide. J'ai lu plus loin. En cas de nécessité médicale ou comportementale, l'établissement se réserve le droit de restreindre les sorties. C'est quoi, une nécessité comportementale? Madame Ferrand a souri. Si un résident est désorienté, par exemple, ou met sa sécurité en danger. Donc il pouvait m'enfermer s'il décidait que j'étais désorientée. Et qui déciderait? Je ne signe pas aujourd'hui. Olivier a explosé. Pour la première fois, il a haussé le ton. Maman, arrête. Tu ne comprends pas? On essaie de t'aider. Tu es seule, fragile, têtue. Si tu refuses, on sera obligé de passer par le tribunal. De demander une mise sous tutelle. C'est ça que tu veux. La menace était claire. Signer volontairement ou perdre tous mes droits. Sophie a repris, plus douce. Monique, soyez raisonnable. Juste essayez 1 mois. Si ça ne vous plaît pas, on en rediscute. 1 mois. Il disait 1 mois. Mais je savais que ce serait définitif. Qu'une fois entrée, je ne sortirais plus. Mais j'étais fatiguée. Tellement fatiguée. De me battre, de résister, d'être seule contre eux. D'accord, ai-je murmuré. 1 mois. Mais je garde mon appartement à Nice. Bien sûr, a dit Olivier trop vite. On ne touche à rien. J'ai signé. Ma main tremblait. Madame Ferrand a tamponné le document, m'a tendu une copie. Bienvenue au jardin de Sainte-Victoire, Madame Moreau. Vous emménagez lundi prochain. Lundi. Dans 4 jours. En sortant, j'ai regardé le bâtiment blanc. Les barreaux invisibles. La prison dorée où je venais d'acheter ma place. Avec mon propre argent. Le lundi suivant, Olivier est venu me chercher à Nice. Seul, encore une fois. Sophie était occupée avec les enfants. Il a chargé mes 2 valises dans le coffre. 2 valises pour résumer 73 ans de vie. Le reste de mes affaires? On s'en occupera plus tard, avait-il dit.
Je n'ai pas dit au revoir à Madame Castellan. Je ne voulais pas pleurer devant elle. Je lui avais juste laissé un mot: je pars quelque temps en Provence. Je vous donnerai des nouvelles. Pendant le trajet, Olivier était de bonne humeur. Presque soulagé. Tu vas voir, maman, ça va te faire du bien. Tu ne seras plus seule. Tu auras de la compagnie, des activités. Il parlait comme si je partais en vacances. Nous sommes arrivés à 11h. Madame Ferrand m'attendait. Bonjour Madame Moreau. Bienvenue chez vous. Chez moi. Ces mots sonnaient faux. Ma chambre était au 2e étage. Numéro 23. Celle que j'avais visitée. Elle semblait encore plus petite maintenant que mes valises étaient dedans. Olivier a posé les bagages, a regardé sa montre. Bon, je dois y aller. J'ai une réunion cet après-midi. Tu pars déjà? Je reviendrai te voir la semaine prochaine. Promis. Il m'a embrassé rapidement sur le front, comme on embrasse un enfant qu'on dépose à l'école. Et il est parti. Je me suis assise sur le lit. Les barres métalliques étaient froides sous mes mains. Par la fenêtre, je voyais le parking. 3 voitures garées, dont celle d'Olivier qui s'éloignait. Une aide-soignante est entrée sans frapper. Blouse rose, badge Jennifer, la trentaine. Bonjour Madame Moreau. Je viens vous aider à vous installer. On va ranger vos affaires ensemble. Je peux le faire seul. C'est le règlement. Pour les nouveaux résidents, on aide toujours. Elle a ouvert mes valises, a commencé à sortir mes vêtements. Oh, vous avez beaucoup de pullovers. Vous savez, ici, il fait toujours chaud. Le chauffage est à fond. Elle a plié mes affaires dans l'armoire métallique. Mes robes, mes chemisiers, mes photos. Tout ce qui me restait de ma vie d'avant, rangé par une inconnue. Le déjeuner est à midi. Salle à manger, rez-de-chaussée. Il faut descendre un peu avant. Pour avoir une bonne place. Une bonne place. Oui, près de la fenêtre, c'est mieux. Sinon, vous vous retrouvez près de la cuisine. C'est bruyant. À 12h moins 10, je suis descendue. La salle à manger était immense. Table de 4, nappe en plastique, chaises en métal. Déjà une vingtaine de personnes assises. Cheveux blancs, dos courbé, regard perdu. Une femme portait son bavoir. Un homme parlait tout seul. Madame Moreau, par ici. Une aide-soignante m'a conduite à une table. Vous êtes avec Monsieur Bertrand, Madame Leclerc et Madame Dupont. Monsieur Bertrand devait avoir 90 ans. Il dormait, la tête penchée. Madame Leclerc me regardait sans me voir. Madame Dupont a souri. Bonjour, vous êtes nouvelle. Oui, Monique. Moi, c'est Paulette. Vous avez quel âge? 73. Oh, vous êtes jeune. Moi, j'ai 86. Depuis combien de temps vous êtes là? Depuis ce matin. Ah. Moi, je ne sais plus. Peut-être 2 ans? Ou 3. Le temps passe différemment ici. Le repas est arrivé. Entrée, salade de concombre, flasque. Plat, poulet en sauce, purée. Tout était tiède, sans goût. Le poulet était trop cuit, la purée trop liquide. J'ai mangé mécaniquement, sans faim. C'est toujours comme ça? Ai-je demandé à Paulette. Quoi? La nourriture. Oh, on s'habitue. Au début, c'est difficile. Mais après, on ne fait plus attention. Je ne voulais pas m'habituer. L'après-midi, activité obligatoire, atelier mémoire. Dans une salle commune, une animatrice en blouse rose nous faisait répéter des séries de mots. Pomme, chaise, voiture, livre. Répétez après moi. Nous étions une dizaine. Certains confondaient les mots, d'autres ne répondaient pas. L'animatrice parlait fort, lentement, comme à des enfants. Très bien, Madame Gauthier. Et vous, Monsieur Olivier, vous vous souvenez du 3e mot? Je me sentais humiliée. J'avais toute ma tête. Je lisais 2 livres par semaine. Je faisais des mots croisés compliqués. Et on me faisait répéter pomme, chaise, voiture. Madame Moreau, vous ne participez pas? Je n'en ai pas besoin. Ici, tout le monde participe. C'est pour garder l'esprit actif. Le soir, après le dîner servi à 18h30, trop tôt, j'avais l'habitude de manger à 20h, je suis remontée dans ma chambre. Il était 19h30. Je me suis assise dans le fauteuil. Dehors, il faisait encore jour. J'entendais les bruits du couloir, chariots, voix, télévisions allumées dans les chambres voisines.
J'ai essayé de sortir me promener. Et descendu l'escalier, marché vers la porte d'entrée. Une aide-soignante m'a arrêté. Madame Moreau, vous allez où? Prendre l'air. Marcher un peu. Il faut prévenir l'accueil. Et il faut qu'on vous accompagne. Règlement. Je veux juste marcher seule. Désolée, ce n'est pas possible. Vous êtes nouvelle. On ne vous connaît pas encore. Si vous vous perdez. Je ne vais pas me perdre. C'est le règlement. Si vous voulez sortir, il faut demander à votre famille de venir vous chercher. Ma famille. Celle qui m'avait mise ici. Je suis remontée. Dans ma chambre, j'ai regardé mon téléphone. Pas de message. Pas d'appel. J'ai pensé appeler Olivier, lui dire que je voulais partir. Mais je savais ce qu'il répondrait, laisse-toi le temps. C'est normal, c'est nouveau. Le temps. Combien de temps? 1 mois? 1 an? Le reste de ma vie? J'ai regardé autour de moi. La chambre aseptisée. Le lit médicalisé. L'armoire métallique. La fenêtre qui donnait sur le parking. Rien ici n'était à moi. Tout était standardisé, interchangeable. Je me suis allongée. Le matelas était dur. Le silence n'en était pas un, on entendait tout. Les pas dans le couloir, les sonnettes d'appel, les portes qui claquaient. Les pleurs d'une femme quelque part, loin. Et j'ai compris. Ce n'était pas un mois. Ce n'était pas temporaire. Olivier n'avait jamais eu l'intention de me laisser partir. Il m'avait mise ici pour me cacher. Pour ne plus avoir à s'occuper de moi. Pour continuer sa vie sans le poids de ma présence. J'étais devenue ce que je redoutais, invisible. Rangée. Oubliée. Les jours ont commencé à se ressembler. Réveil à 7 heures avec le chariot du petit déjeuner dans le couloir. Café au lait tiède, pain de mie, confiture en portions individuelles. Petit déjeuner seul dans ma chambre, car la salle commune était trop bruyante, trop triste. Ensuite, rien. Du vide. Jusqu'au déjeuner à midi. Puis encore du vide. L'activité de l'après-midi, gymnastique douce, loto, chant que j'évitais le plus possible. Le dîner à 18h30. Puis la solitude du soir, interminable. Une semaine est passée. Olivier n'est pas venu. Ni appelé. J'ai essayé de le joindre. Messagerie, laisser un message. J'en ai laissé 3. Aucune réponse. Sophie a fini par m'envoyer un SMS. Désolé Monique, Olivier est débordé au travail. On passera dès qu'on peut. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Traduction, débrouillez-vous. 2 semaines. 3. Toujours rien. Je demandais tous les jours à l'accueil. Mon fils a appelé. Non, Madame Moreau. J'ai arrêté de demander. C'est Paulette qui m'a dit la vérité, un jour au déjeuner. Vous savez, ils ne viennent jamais au début. Ils ont besoin de temps. Pour oublier leur culpabilité. Oublier? Oui. De vous avoir mis ici. Alors, ils attendent que vous vous habituiez. Comme ça, quand ils reviennent, vous ne leur en voulez plus. Vous êtes résigné. Je ne serai jamais résignée. Elle a souri tristement. C'est ce qu'on dit tout au début. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me résigner. J'allais me battre. Mais d'abord, je devais comprendre exactement ce qui se passait. Avec mon argent. Avec mes droits. Avec ma liberté. Et surtout, comment sortir d'ici. 1 mois après mon arrivée au jardin de Sainte-Victoire, j'ai décidé de vérifier mes comptes bancaires. J'avais mon ordinateur portable dans ma chambre, une des rares choses personnelles que j'avais pu garder. Je me suis connectée à mon espace en ligne. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mon compte courant, 287 €. Il y avait 4 200 € le mois précédent. Mon livret A, 12 000 €. Il y en avait 45 000. Mon assurance vie, vidée. 68 000 € disparus. J'ai regardé l'écran sans comprendre. Puis j'ai ouvert l'historique des opérations. Et tout est devenu clair. Prélèvement, jardin de Sainte-Victoire, 2 800 €. Normal, c'était le tarif mensuel. Mais ensuite, frais de gestion tutelle, Maître Roussel, 450 €. Soins complémentaires EHPAD, 320 €. Pharmacie, matériel médical, 180 €. Coiffeur, pédicure, animation, 150 €. Frais divers, 200 €. Au total, plus de 4 100 € par mois. Alors que mon fils m'avait parlé de 2 800. Tutelle?
Quelle tutelle? Je n'avais jamais demandé de tutelle. Je n'avais jamais rencontré ce maître Roussel. J'ai téléphoné immédiatement à ma banque. Après 15 minutes d'attente et 3 transferts, j'ai enfin eu quelqu'un. Bonjour, je suis Monique Moreau. Je constate des prélèvements sur mon compte que je n'ai pas autorisés. Un instant, madame. Bruit de clavier. Ah oui, je vois. Madame Moreau, ces prélèvements sont tout à fait réguliers. Ils sont autorisés par votre tuteur. Mon tuteur? Je n'ai pas de tuteur. Si, madame. Maître Jean-Pierre Roussel. Tuteur au bien, nommé le 15 janvier dernier par le juge des tutelles du tribunal d'Aix-en-Provence. Le 15 janvier. 2 semaines après mon installation à l'EHPAD. Je n'ai jamais accepté de tutelle. Madame, une tutelle ne nécessite pas votre consentement si le juge estime que vous n'êtes plus en capacité de gérer vos affaires. C'est une mesure de protection. Je suis parfaitement capable de gérer mes affaires. Je ne peux rien faire, madame. Si vous contestez la tutelle, il faut vous adresser au tribunal. Mais tous les prélèvements actuels sont légaux. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Une tutelle. Olivier m'avait fait mettre sous tutelle. Sans me prévenir. Sans mon accord. Pendant que j'étais enfermée ici, il avait pris le contrôle total de mon argent. J'ai appelé le tribunal. Après avoir navigué dans un labyrinthe administratif pendant 1 heure, j'ai obtenu le greffe des tutelles. Bonjour, je suis Monique Moreau. Je voudrais consulter mon dossier de tutelle. Vous êtes la personne protégée? Je suis la personne qu'on prétend protéger, oui. Un instant. Pause. Votre dossier est ouvert depuis le 15 janvier. Tutelle complète au bien et à la personne. Tuteur, Maître Jean-Pierre Roussel. Demande initiale déposée par votre fils, Monsieur Olivier Moreau. Sur quel motif? Altération des facultés mentales due à l'âge. Certificat médical du docteur Garnier attestant d'une démence sénile débutante. Démence sénile. Moi. Une femme qui lisait 2 livres par semaine, qui faisait des mots croisés experts, qui gérait toutes ses affaires depuis 8 ans. Ce certificat est un faux. Madame, je ne peux pas juger de cela. Si vous contestez, il faut demander une audience au juge des tutelles. Comment je fais? Il faut déposer une requête. Avec l'aide d'un avocat. Et en attendant? En attendant, la tutelle est en vigueur. Vous ne pouvez effectuer aucun acte juridique ou financier sans l'accord de votre tuteur. J'ai raccroché. J'étais prisonnière. Légalement prisonnière. Olivier avait obtenu un faux certificat médical, ou acheté un médecin complaisant pour me faire passer pour démente. Et un juge, sans même me voir, sans même m'entendre, avait décidé que j'étais incapable. Le soir même, j'ai essayé d'appeler Olivier. Encore une fois, messagerie. J'ai laissé un message, la voix tremblante de colère. Olivier, je sais ce que tu as fait. La tutelle. L'argent. Appelle-moi immédiatement. Pas de réponse. Le lendemain, j'ai reçu la visite de Maître Roussel. Cinquantaine, costume gris, mallette en cuir, sourire professionnel. Madame Moreau, bonjour. Je suis votre tuteur. Je viens faire un point sur votre situation. Vous n'êtes pas mon tuteur. Je n'ai jamais demandé de tutelle. La tutelle a été ordonnée par le juge pour votre protection. Votre fils était très inquiet de vos capacités à gérer vos finances. Mes finances que vous êtes en train de vider. Il a ouvert sa mallette, sorti un dossier. Regardez. Tout est transparent. Voici le détail des dépenses, EHPAD, soins, mes honoraires légaux. Vos honoraires de 450 € par mois? Pourquoi faire? Gestion de vos comptes, paiement de vos factures, suivi administratif. C'est le tarif habituel. Je n'ai pas besoin de vous. Je peux gérer mes comptes moi-même. Le juge en a décidé autrement, madame. Je suis désolé. Il n'était pas désolé. Il faisait son travail, grassement payé avec mon argent. Et mon assurance vie? 68 000 € disparus. Ah oui. Votre fils m'a demandé de la débloquer. Pour payer des dettes que vous aviez contractées avant votre admission ici. Quelle dette? Je n'ai aucune dette. Des travaux dans votre appartement de Nice, apparemment. Votre fils m'a fourni les factures. Des factures. Fausses, évidemment. Olivier avait inventé des dettes pour justifier le pillage de mon assurance vie. Je veux contester la tutelle. C'est votre droit.
Mais il faudra prouver que vous êtes capable de gérer vos affaires. Et honnêtement, madame, le fait que vous soyez en EHPAD ne plaide pas en votre faveur. Le piège était parfait. Il m'avait enfermé ici pour justifier que j'étais incapable. Et maintenant, le fait d'être ici prouvait que j'avais besoin d'être enfermé. Où est mon appartement de Nice? Pardon? Mon appartement. Celui où je vivais. Qu'est-ce qu'il devient? Il a feuilleté son dossier. Ah oui. Il a été vendu le mois dernier. 185 000 €. L'argent a servi à rembourser le prêt que votre fils avait contracté pour payer vos premiers mois ici. Vendu. Mon appartement. Celui où j'avais vécu 40 ans. Celui où Robert était mort. Celui où mes enfants avaient grandi. Vendu. Sans que je le sache. Sans mon accord. Vous ne pouviez pas vendre mon appartement sans mon consentement. Si, madame. En tant que tuteur, j'ai tous les pouvoirs. Et le juge a validé la vente. C'était dans votre intérêt, pour financer votre hébergement. Dans mon intérêt. Toujours cette phrase. Tout ce qu'il faisait était « dans mon intérêt ». Maître Roussel est parti. Je suis restée assise dans ma chambre, hébétée. En un mois, j'avais tout perdu. Mon argent. Mon appartement. Ma liberté. Mes droits. Et Olivier avait tout orchestré. Depuis le début. La chute dans mon appartement n'était pas une opportunité. C'était le déclencheur. Le prétexte parfait pour lancer son plan. EHPAD, faux certificat médical, tutelle, pillage. Les 150 000 € de la maison en Provence n'avaient été que le début. Maintenant, il prenait tout. Jusqu'au dernier centime. Et moi, j'étais là, enfermée, impuissante, pendant qu'il vendait ma vie pièce par pièce. Mais j'avais encore une chose qu'il ne pouvait pas prendre, ma lucidité. Ma colère. Ma détermination. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre. À la main, sur du papier. Une vraie lettre, pas un email qu'Olivier pourrait intercepter. Destinataire, Pauline Marchetti, mon amie de Nice. Celle du club de bridge. La seule en qui j'avais encore confiance. Chère Pauline, je suis prisonnière. Pas dans une cellule, mais dans un EHPAD près d'Aix. Mon fils mis à placer de force, a obtenu une tutelle sur moi avec un faux certificat médical, et vide mes comptes pendant que je suis enfermée ici. Il a même vendu mon appartement. J'ai besoin d'aide. D'un avocat. De quelqu'un qui puisse témoigner que je ne suis pas démente. Si tu reçois cette lettre, viens me voir. Ou trouve-moi de l'aide. Je t'en supplie. Monique. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe. Le lendemain, pendant la sortie accompagnée au jardin, j'ai demandé à Jennifer, l'aide-soignante, si elle pouvait poster une lettre pour moi. Bien sûr, Madame Moreau. Vous la donnez à l'accueil, il s'en occupe. Non, je préférerais que tu la postes toi-même. Directement. Sans passer par l'accueil. Elle m'a regardé bizarrement. Pourquoi? C'est personnel. S'il te plaît. Elle a hésité. Puis a pris l'enveloppe. D'accord. Mais ne le dites à personne. Promis. Merci. Ma lettre était partie. Mon message de détresse lancé dans le vide. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Et prier pour que Pauline me croie. Pour qu'elle vienne. Pour qu'il ne soit pas trop tard. 5 jours après avoir envoyé ma lettre, j'ai reçu la visite de Pauline. Je ne l'attendais plus. J'avais commencé à croire que la lettre s'était perdue, ou pire, qu'on l'avait interceptée. Mais un matin, pendant que je tournais en rond dans le couloir du 2e étage, l'accueil m'a appelé « Madame Moreau, vous avez une visite ». Mon cœur a bondi. Olivier? Enfin? Mais c'était Pauline. Cheveux blancs impeccables, tailleur bleu marine, regard inquiet. Elle m'a serré dans ses bras, si fort que j'ai failli pleurer. Monique, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai emmenée dans le petit salon visiteur, au rez-de-chaussée. Une pièce triste avec des canapés en sky, des magazines périmés, une machine à café qui ne fonctionnait qu'une fois sur 2. Et là, je lui ai tout raconté. Depuis le début. Les 150 000 € pour la maison. L'annexe qui n'est jamais venue. Les 18 mois d'abandon. La chute. L'EHPAD. La tutelle. Le pillage. La vente de mon appartement. Pauline m'écoutait, les lèvres serrées. À la fin, elle a juste dit « ce salaud ». Je ne sais pas quoi faire. Je suis piégée. Légalement piégée. Il faut contester la tutelle. Avec un avocat. J'ai essayé d'en contacter un. Impossible. Je n'ai pas d'argent.
Mon tuteur contrôle tout. Et de toute façon, qui me croira? Je suis une vieille femme en EHPAD. Tout le monde va penser que je suis sénile. Tu n'es pas sénile. Et je vais le prouver. Comment. J'ai une amie. Jacqueline Dumas. Elle était avocate avant sa retraite. Spécialisée en droit des personnes vulnérables. Elle habite à Aix. Je vais lui parler. Elle voudra m'aider? Si je lui explique, oui. Jacqueline déteste les abus de tutelle. Elle a passé sa carrière à les combattre. Un espoir. Minuscule, fragile, mais un espoir. 3 jours plus tard, Jacqueline Dumas est venue me voir. 68 ans, cheveux gris courts, yeux perçants derrière des lunettes fines. Elle portait un jean et un pull, pas du tout l'allure d'une avocate. Madame Moreau. Pauline m'a tout raconté. J'ai quelques questions à vous poser. Pendant 1 heure, elle m'a interrogée. Mes souvenirs, mes capacités, mes finances, le déroulement exact des événements. Elle prenait des notes dans un petit carnet noir. À la fin, elle a refermé son carnet. Vous êtes parfaitement lucide. Ce certificat médical est un faux, ou le médecin ne vous a jamais examiné sérieusement. Que puis-je faire? Contester la tutelle devant le juge. Demander une expertise psychiatrique indépendante. Prouver que vous êtes capable de gérer vos affaires. Et porter plainte contre votre fils pour abus de faiblesse et détournement de fonds. Porteur plainte. Contre mon propre fils. Mon sang, ma chair. Je ne sais pas si je peux. Vous ne savez pas si vous pouvez quoi? Le dénoncer? Madame Moreau, regardez où vous êtes. Regardez ce qu'il vous a fait. Il vous a volé 150 000 €. Il vous a enfermé ici contre votre volonté. Il a obtenu une tutelle frauduleuse. Il vide vos comptes. Il a vendu votre maison. Ce n'est pas un fils. C'est un criminel. Ces mots étaient durs. Mais vrais. Tellement vrais. Combien ça coûte? Un avocat, un procès? Rien. Je suis retraitée. Je fais ça bénévolement. Pour des cas comme le vôtre. Par principe. J'ai pleuré. Là, devant cette femme que je ne connaissais pas. Des larmes de soulagement, d'épuisement, de gratitude. Merci. Merci infiniment. Ne me remerciez pas encore. Le combat sera long. Difficile. Votre fils va se défendre. Le tuteur aussi. Et les juges sont souvent du côté des tutelles, pas des protégés. Mais on va se battre. Le lendemain, Jacqueline est revenue. Avec un médecin psychiatre, le docteur Laurent Morel. La cinquantaine, regard bienveillant. Madame Moreau, je viens vous examiner. Pour établir un contre-rapport médical. Vous êtes d'accord? Oui. Complètement. Pendant 2 heures, il m'a posé des questions, m'a fait faire des tests de mémoire, de logique, d'orientation. À la fin, il a souri. Madame, vous avez les capacités cognitives d'une personne de 50 ans. Aucun signe de démence. Aucun trouble mental. Vous êtes parfaitement apte à gérer votre vie et vos biens. Vous pouvez l'écrire. Je vais rédiger un rapport détaillé, qui contredira formellement le certificat du docteur Garnier. Jacqueline a déposé une requête au tribunal. Contestation de tutelle, demande d'expertise médicale contradictoire, demande de levée immédiate de la mesure. En parallèle, elle a porté plainte au nom de moi contre Olivier Moreau et Maître Roussel pour abus de faiblesse, escroquerie, faux en écriture. Combien de temps ça va prendre? Pour l'audience? 3 à 6 mois. C'est long, je sais. Mais en attendant, je vais demander des mesures conservatoires, blocage de vos comptes pour éviter qu'ils ne continuent à les vider. 3 à 6 mois. Une éternité. Mais au moins, j'avais une chance. En attendant, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus passive. Je n'attendais plus qu'on décide de ma vie. Je me battais. Avec des armes légales, des alliés, un plan. Pauline venait me voir 2 fois par semaine. Elle m'apportait des livres, des nouvelles du monde extérieur. Tiens bon, Monique. On va gagner. Jacqueline aussi venait régulièrement. Pour préparer mon dossier, pour me tenir informée. Le juge acceptait l'expertise contradictoire. C'est bon signe. 1 mois après le début de la procédure, Olivier a enfin refait surface. Il est venu à l'EHPAD, l'air furieux. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu m'as fait assigner au tribunal? Tu m'as volé, Olivier. Tu m'as enfermé ici. Tu as pris tout mon argent. Je t'ai protégé.
Tu n'étais plus capable de vivre seule. Mensonge. J'étais parfaitement capable. Tu as inventé une maladie pour me voler. C'est cette avocate qui te monte la tête. Elle veut juste se faire de l'argent sur ton dos. Elle travaille gratuitement. Contrairement à ton ami Roussel qui me vole 450 € par mois. Il a changé de tactique. Maman, sois raisonnable. Si tu continues, on va se déchirer devant un tribunal. Toute la famille. Tu veux vraiment ça? La famille? Quelle famille, Olivier? Toi qui ne m'as pas appelé pendant 3 mois? Sophie qui m'a toujours méprisé? Vos enfants qui ne me connaissent même pas? On peut arranger les choses. Je te rends l'accès à tes comptes. Tu retires ta plainte. Et la tutelle? On la lève. Et mes 150 000 €. Silence. Là, il n'avait plus de réponse. Et mon appartement vendu? Il a détourné les yeux. Tu vois, Olivier, tu ne peux rien réparer. Parce que tu as tout détruit. Je suis ton fils. Tu étais mon fils. Maintenant, tu es juste un homme qui m'a trahi. Il est parti. Sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. Et bizarrement, je n'ai rien ressenti. Ni tristesse, ni colère. Juste du vide. Pauline, qui avait assisté à la scène de loin, m'a rejointe. Ça va? Oui, ça va. Et c'était vrai. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. J'avais Pauline. J'avais Jacqueline. J'avais la vérité de mon côté. Et j'avais décidé de me battre jusqu'au bout. 5 mois d'attente. 5 mois pendant lesquels j'ai vécu au jardin de Sainte-Victoire, mais différemment. Je n'étais plus résignée. J'étais en guerre. Une guerre administrative, certes, mais une guerre quand même. Grâce à Jacqueline, le juge avait ordonné le blocage partiel de mes comptes. Maître Roussel ne pouvait plus puiser librement. Les prélèvements étaient limités au strict minimum, l'EHPAD, rien d'autre. Mes économies restantes, environ 8 000 €, étaient protégées. Pauline venait me voir 2 fois par semaine. Elle m'apportait le monde extérieur, journaux, livres, nouvelles de Nice. Ton ancienne voisine, Madame Castellan, te passe le bonjour. Elle dit qu'elle garde ton courrier. Quel courrier? Je n'avais plus d'appartement. Mais ce geste me touchait. Quelqu'un, quelque part, se souvenait que j'existais. L'audience était fixée au 15 juin. Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Jacqueline m'avait préparé, ça va être difficile. Olivier aura son avocat. Maître Roussel aussi. Ils vont vous attaquer, dire que vous êtes confuse, influençable. Il faut tenir. Répondre calmement. Montrer que vous êtes lucide. La veille de l'audience, j'ai à peine dormi. J'avais choisi mes vêtements avec soin, tailleur gris, chemisier blanc, chaussures plates. Rien de tapax en grave-l'œil. Juste une femme digne, sobre. Le matin du 15 juin, Jacqueline est venue me chercher à 8 heures. En voiture, elle m'a tenu la main. Respirez. Vous allez être formidable. Le tribunal était un bâtiment moderne, verre et béton. Nous sommes entrés par le hall de sécurité. Contrôle, badge, couloirs interminables. Salle d'audience numéro 12. Olivier était déjà là. Avec Sophie. Et leur avocat, un homme d'une 50aine d'années, costume noir, mallette en cuir. Maître Delorme, me dit Jacqueline. Un requin. Spécialisé dans les affaires familiales. Olivier m'a regardé. Pas de salut. Pas de sourire. Juste un regard froid. Sophie, elle, consultait son téléphone. Maître Roussel est arrivé avec son propre avocat. 2 contre 1? Non. Jacqueline était avec moi. À 10 heures précises, la juge est entrée. Madame Valérie Arnaud. La soixantaine, cheveux gris tirés en chignon, lunettes fines. Elle s'est assise, a ouvert le dossier. Affaire numéro 2024 à 1547. Madame Monique Moreau contre Maître Jean-Pierre Roussel et Monsieur Olivier Moreau. Contestation de tutelle et plainte pour abus de faiblesse. Madame Moreau, vous êtes présente. Oui, Madame la juge. Bien. Maître Dumas, vous représentez Madame Moreau. Oui, Madame la présidente. Alors, commençons. Maître Dumas, exposez les faits. Jacqueline s'est levée. Voix claire, posée. Elle a raconté toute l'histoire. Les 150 000 € donnés pour la maison en Provence. L'annexe jamais rénovée. L'abandon pendant 18 mois. La chute orchestrée comme prétexte.
Le placement forcé en EHPAD. Le faux certificat médical du docteur Garnier. La tutelle obtenue sans que je sois entendu. Le pillage des comptes. La vente de mon appartement. À chaque phrase, je voyais Olivier se raidir. Sophie regardait ailleurs. Nous avons versé au dossier, a continué Jacqueline, le rapport du docteur Morel, psychiatre indépendant, qui atteste que Madame Moreau est en pleine possession de ses moyens. Aucune trace de démence. Aucun trouble cognitif. Le certificat du docteur Garnier est soit erroné, soit frauduleux. La juge a feuilleté le dossier. J'ai lu ce rapport. Il est effectivement très différent du premier certificat. Docteur Garnier, vous êtes présent ? Silence. Docteur Garnier a été convoqué mais ne s'est pas présenté, a dit Jacqueline. La juge a noté quelque chose. Mauvais signe pour eux. Maître Delorme, vous représentez monsieur Olivier Moreau. Votre position ? L'avocat d'Olivier s'est levé. Madame la présidente, mon client a agi dans l'intérêt de sa mère. Elle vivait seule, isolée, à risque. Après sa chute, il était impératif de la protéger. Le placement en EHPAD répondait à une nécessité médicale. Une nécessité médicale basée sur un certificat contesté, a coupé Jacqueline. Le certificat du docteur Garnier était valide au moment de la demande de tutelle. Un certificat obtenu comment ? Le docteur Garnier a-t-il réellement examiné ma cliente ? Ou a-t-il signé un document préparé par mon confrère ? Je proteste. Madame la présidente, c'est de la diffamation. La juge a levé la main. Maître Dumas, restez factuel. Maître Delorme, votre client a-t-il une preuve de l'examen médical ? Le certificat lui-même. Ce n'est pas une preuve d'examen. C'est une signature. Je note l'absence du médecin à cette audience. Jacqueline a continué. Madame la présidente, nous contestons également la gestion financière du tuteur. En 5 mois, M. Roussel a prélevé 2250 € d'honoraires, plus 1600 € de frais divers. Pour quelle gestion réelle ? Maître Roussel s'est levé, bégayant presque. J'ai géré les comptes, payé les factures, effectué le suivi. Quel suivi ? Vous êtes venu voir ma cliente combien de fois ? Une fois. Une seule visite en 5 mois. Vous l'avez appelée combien de fois ? Jamais. J'ai d'autres dossiers. Bien sûr. 450 € par mois pour ne rien faire. Pendant que vous vendiez l'appartement de ma cliente sans même la consulter. C'était dans son intérêt. Pour financer l'EHPAD. Son intérêt ? Vendre son lieu de vie, ses souvenirs, pour payer un enfermement qu'elle n'a jamais voulu. La juge a interrompu. Madame Moreau, je voudrais vous entendre. Approchez-vous. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Je me suis avancée vers la barre. Madame Moreau, vous avez 73 ans. Vous vivez actuellement au jardin de Sainte-Victoire. Comment vous sentez-vous ? Prisonnière, Madame la juge. Prisonnière. Oui. Je ne peux pas sortir librement. Je ne contrôle plus mon argent. On a vendu ma maison sans me demander mon avis. Mon fils ne me parle plus. Je ne suis plus chez moi nulle part. Vous estimez que la tutelle n'était pas nécessaire. J'en suis certaine. J'ai géré mes affaires pendant 73 ans. Seule depuis la mort de mon mari. Je n'ai jamais eu de problème. Cette tutelle n'est pas une protection. C'est un vol organisé. Olivier a explosé. Maman, c'est faux. On voulait juste. Monsieur Moreau, silence. La juge était sèche. Vous parlerez quand je vous interrogerai. Elle s'est tournée vers moi. Madame Moreau, pouvez-vous me dire la date d'aujourd'hui ? 15 juin 2024. Un samedi. Où sommes-nous ? Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Qui est le président de la République ? Emmanuel Macron. Combien font 17 x 8 ? 136. Elle a souri légèrement. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Puis elle a appelé Olivier. Monsieur Moreau, approchez. Il s'est avancé. Cravaté, raide. Monsieur, pourquoi avez-vous demandé la tutelle ? Pour protéger ma mère. Elle n'était plus capable. Capable de quoi ? De vivre seule. Vivre seule ou gérer son argent. Silence. Monsieur Moreau, je vois dans le dossier que votre mère vous a prêté 150 000 € il y a 3 ans. Avez-vous remboursé ? Non. Pas encore.
Pourquoi? On n'a pas les moyens. Mais vous avez acheté une maison à 450 000 euros. Avec un prêt. Financé par l'apport de votre mère. Qui attend toujours le remboursement. Et pendant ce temps, vous la placez en EHPAD et vendez son appartement. Vous ne trouvez pas ça opportun? Olivier pâlit. Ce n'est pas « je ». Asseyez-vous. La juge a refermé le dossier. J'ai ma décision. Je vous la communiquerai par écrit sous 15 jours. Audience levée. Nous sommes sortis. Dans le couloir, Jacqueline m'a serré dans ses bras. Vous avez été parfaite. Calme, précise, digne. La juge a tout compris. Elle va lever la tutelle. J'en suis presque certaine. 15 jours plus tard, le jugement est arrivé. Jacqueline me l'a lu au téléphone, la voix tremblante d'émotion. Tutelle annulée. Monique Moreau retrouve la pleine capacité juridique. Maître Roussel condamné à restituer 3 000 euros d'honoraires indus. Olivier Moreau condamné à rembourser 150 000 euros sous 3 ans, plus dommages et intérêts de 15 000 euros. Interdiction d'approcher sa mère sans son consentement. J'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. De victoire. J'étais libre. Le lendemain du jugement, je suis sortie des jardins de Sainte-Victoire. Définitivement. J'ai fait mes valises, les mêmes 2 valises qu'à l'arrivée, et j'ai quitté cet endroit sans me retourner. Pauline m'attendait devant l'entrée. Où veux-tu aller? N'importe où, mais pas ici. Elle m'a emmenée chez elle, à Aix. Un appartement lumineux, 2 pièces avec terrasse. Tu restes le temps qu'il faut, jusqu'à ce que tu trouves ton chez-toi. Mon chez-moi. Je ne savais plus ce que c'était. Mon appartement de Nice avait été vendu. La Bastide en Provence n'avait jamais été mienne. L'EHPAD était une prison. J'avais 73 ans et je n'avais plus de toit. Mais j'avais 8 000 euros sur mon compte débloqué. Et bientôt, les 18 000 euros de Roussel et Olivier, les premiers remboursements. De quoi recommencer. En juillet, j'ai trouvé un petit studio à Aix. 40 mètres carrés, cuisine américaine, salle de bain, et surtout, une terrasse de 10 mètres carrés avec vue sur la montagne Sainte-Victoire. Mon balcon à moi. Mon air à respirer. Ma liberté. Jacqueline m'a aidé à m'installer. On a chiné des meubles dans les brocantes. Table, chaises, lit, bibliothèque. Rien de neuf, tout d'occasion, mais tout choisi par moi. Pour moi. Le jour où j'ai dormi ma première nuit dans mon studio, j'ai pleuré. De soulagement. De gratitude. De renaissance. Olivier n'a plus jamais cherché à me contacter. Le jugement l'avait condamné, mais aussi humilié. Son plan parfait s'était effondré. Et maintenant, il devait rembourser. Tous les mois, un virement de 4 583 euros tombait sur mon compte. 165 000 divisé par 36 mois. Argent automatique, sans un mot. Sophie non plus ne m'a pas contacté. Ils avaient dû vendre la Bastide. Trop de dettes, trop de pression. J'ai appris par Jacqueline qu'ils étaient retournés vivre à Lyon. Dans un appartement plus modeste. Avec leur réalité financière, enfin. Thomas et Léa, je ne les ai jamais revus. C'était la partie la plus douloureuse. Mais je me suis dit que peut-être, un jour, quand ils seraient adultes, ils chercheraient à comprendre. À savoir qui était vraiment leur grand-mère. En septembre, Jacqueline m'a proposé quelque chose. Monique, tu veux qu'on en fasse quelque chose? De cette histoire. Comment ça? Témoigner. Aider d'autres personnes dans ta situation. Il y a des milliers de seniors en France qui vivent ce que tu as vécu. Enfermés, dépossédés, oubliés. Que puis-je faire? Parler. Écrire. On pourrait créer une association. Seniors libres. Pour défendre les droits des personnes âgées contre les abus de tutelle et les placements abusifs en EHPAD. L'idée m'a enthousiasmée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un but. Pas juste survivre, mais agir. Aider. On a créé l'association en octobre. Pauline, Jacqueline, moi et 3 autres femmes qui avaient vécu des histoires similaires. On a ouvert un site internet. Un blog où on racontait nos histoires. Une ligne téléphonique pour écouter, conseiller, orienter. Les appels ont commencé à affluer. Des dizaines. Puis des centaines. Bonjour, je m'appelle Marie. Mon fils veut me mettre en EHPAD. Je ne veux pas. Que puis-je faire? Bonjour, mon frère a obtenu une tutelle sur ma mère. Elle n'est pas démente. Comment contester? Bonjour,
On vide les comptes de mon père pendant qu'il est en maison de retraite. C'est légal. Chaque appel, une histoire. Chaque histoire, un combat. On écoutait, on conseillait, on mettait en contact avec des avocats. Jacqueline rédigeait des guides pratiques. Comment contester une tutelle, vos droits en EHPAD, comment porter plainte pour abus de faiblesse. En novembre, un journaliste de France 3 Provence nous a contactés. Votre association, c'est incroyable. On voudrait faire un reportage. Le reportage est passé au journal régional, puis national, puis sur les réseaux sociaux. En une semaine, on a reçu 3000 messages. Des témoignages, des remerciements, des demandes d'aide. Merci pour ce que vous faites. Mon père est en EHPAD depuis 2 ans. Grâce à vous, j'ai compris qu'on pouvait contester. Je suis aide-soignante en EHPAD. Je vois des abus tous les jours. Merci de dénoncer. J'ai 78 ans. Mon fils me menace de tutelle si je ne lui donne pas ma maison. Maintenant, je sais que je peux dire non. En décembre, on a été invité à l'Assemblée nationale. Une députée voulait nous auditionner sur les réformes nécessaires du droit des tutelles. On a témoigné devant une commission. Jacqueline, Pauline et moi. 3 femmes, 3 histoires, une même colère. En France, 800 000 personnes sont sous tutelle. 20% de ces tutelles sont abusives. Ce sont des vies volées, des libertés confisquées, des patrimoines pillés. Il faut réformer. Urgence. La députée a pris des notes. Merci pour votre courage. Votre association fait un travail essentiel. 1 an après ma sortie de l'EHPAD, je me suis retrouvée sur la terrasse de mon studio. Un matin de mai. Café à la main, soleil sur le visage. La montagne Sainte-Victoire devant moi, majestueuse. J'avais 74 ans. J'étais libre. J'avais un toit, des amis, un combat. J'avais survécu. Et surtout, j'avais transformé ma douleur en action. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô ? Bonjour, je m'appelle Catherine. J'ai 71 ans. Ma fille veut me placer en EHPAD. J'ai peur. J'ai vu votre reportage. Vous pouvez m'aider ? Oui, Catherine. Je peux vous aider. Racontez-moi tout. Et pendant 1 heure, j'ai écouté. Conseillé. Rassuré. Une femme de plus qui n'allait pas se laisser faire. Une vie de plus qui serait peut-être sauvée. Si vous écoutez cette histoire, c'est peut-être parce que vous la vivez. Ou que quelqu'un que vous aimez la vie. Sachez ceci, vous n'êtes pas seul. En France, des milliers de seniors sont placés en EHPAD contre leur volonté. Des milliers sont mis sous tutelle abusivement. Des milliers voient leur compte vidé par des proches ou des professionnels malhonnêtes. Mais vous avez des droits. Vous pouvez refuser un placement en EHPAD si vous êtes autonome. Contester une tutelle devant le juge. Demander une expertise médicale indépendante. Porteur plainte pour abus de faiblesse. Demander l'aide d'un avocat spécialisé. Ne signez jamais rien sous pression. Ne donnez jamais d'argent sans document écrit. Ne laissez personne contrôler vos comptes sans votre accord. Et surtout, parlez. Ne restez pas seul. Des associations existent. Des avocats se battent. Des juges écoutent. La vérité peut triompher. J'avais 73 ans quand j'ai été enfermée. J'en ai 74 aujourd'hui et je suis libre. Il n'est jamais trop tard. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires votre âge et votre pays. Racontez votre expérience. Partagez cette vidéo. Ensemble, on peut faire bouger les choses. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Défendez-vous. Battez-vous. Vous le méritez.